pour terminer cette leçon, je vais donner maintenant les fonctions mathématiques de la bibliothèque NumPy et puis les structures de données correspondant aux listes et aux dictionnaires. Alors, les fonctions mathématiques dont je vais avoir besoin, c'est des fonctions mathématiques classiques, hein, la racine carrée. Donc racine carrée, c'est SQRT, hein, donc square root en anglais. L'élévation à la puissance, c'est une fonction que l'on note power. Donc power, parenthèse, x, virgule y, ça correspond à x à la puissance y. Je vais retrouver les fonctions trigonométriques classiques avec des angles en radians. Hein, donc c'est sinus x, cosinus x, tangente, arc sinus, arc cosinus, arc tangente. Les logarithmes et la fonction exponentielle. Hein. Donc log de x, c'est le log base 2. Log 10 de x, c'est évidemment le log base 10. Exponentielle de x, c'est l'exponentielle. Les fonctions hyperboliques, donc le sinus hyperbolique, le cosinus hyperbolique, la tangente hyperbolique, l'arc sinus hyperbolique, l'arc cosinus hyperbolique et l'arc tangente hyperbolique. Je vais retrouver un certain nombre de constantes mathématiques. Donc la pi, donc qui est 3, 14, 159, etc. Donc je vais le noter pi, pi. Et exponentielle de 1, je vais le noter petit e, hein, qui est aussi une constante mathématique. Alors les opérateurs mathématiques, classiquement, donc l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Et pour la division, j'ai aussi un opérateur particulier qui est donc la barre inclinée deux fois, qui correspond en fait à la division entière. Deux signes multipliés, c'est l'élévation à la puissance dans le cas d'une puissance entière, et le pourcent, c'est modulo. Donc x étoile étoile n, c'est x à la puissance n, p pourcent q, c'est le reste de la division entière de p par q, c'est-à-dire que j'écris que p c'est nq plus r, où r est compris entre 0 et q, et les deux barres correspondent à la division entière. Donc si j'écris par exemple 3.2 divisé par 2, eh bien le résultat, ça va être évidemment 1. 1 nombre entier, la valeur réelle de 1. Les opérateurs, je peux avoir des opérateurs d'affectation avec des opérations, plus égal, moins égal, multiplié égal, divisé égal. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'écris x plus égal 1, en fait, c'est une notation qui est équivalente à x égale x plus 1. Donc le plus égale 1, ça veut dire que je vais rajouter à la valeur qui est dans x, la valeur 1 de l'expression qui est à droite. De la même façon, le moins égal, eh bien, je vais retrancher à x la valeur de l'expression qui se trouve à droite. Multiplier et diviser, c'est évidemment la même chose. Alors, les bibliothèques mathématiques qui sont disponibles sous Python pour implémenter ces fonctions, il y en a deux. Il y a un module standard qui est la bibliothèque math, qui est un module de base sous Python, mais celui qu'on va utiliser, c'est la bibliothèque NumPy, hein, donc qui est une bibliothèque qui est en fait indispensable chaque fois que je vais faire du calcul scientifique. Alors, par défaut, donc Python, l'interpréteur, n'utilise pas cette bibliothèque. Donc pour utiliser cette bibliothèque, il va falloir écrire une instruction spéciale. Hein, pour utiliser une bibliothèque, c'est ce qu'on appelle l'instruction import. Donc au début de mon programme, je vais écrire import espace numpy espace as np. Donc je vais donner en fait un nom raccourci à la bibliothèque, hein, de façon à ce que chaque fois que j'utilise une fonction de la bibliothèque, eh bien, au lieu d'écrire numpy point sinus, par exemple, pour la fonction sinus, eh bien ça, je vais simplement l'abréger en np.sinus. D'accord? Donc ici, ce qui apparaît comme nom ici, c'est simplement un nom, hein, que je vais donner à ma bibliothèque. Donc l'exemple qui est ici, hein, qu'est-ce que je fais? Donc j'importe ma bibliothèque NumPy,
Et je fais x égale 1. Et qu'est-ce que j'affiche? J'affiche cosinus de pi x, exponentielle de x, log de x, tangente hyperbolique de x. Et je les écris sous la forme, ici, np cosinus x fois np fois pi, np fois exponentielle de x, np log de x et np tangente hyperbolique de x. Et donc j'ai le résultat qui s'affiche en dessous lorsque j'exécute ce programme. Alors, un petit exercice. Je veux calculer en fait l'expression correspondant à la formule mathématique suivante. Donc vous voyez que c'est une formule assez compliquée. Qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, je peux écrire x égale 2. Et vous voyez que j'ai deux expressions correspondant à ce que je pense être la valeur de y. Alors, je vous laisse le soin de regarder quelle est la bonne expression sous Python qui correspond en fait à cette expression mathématique. Il y en a uniquement une des deux. Si j'affiche la valeur, en fait, il y a une seule valeur qui est correcte. Si j'exécute mon programme, il y a une seule de ces deux valeurs qui est correcte. Donc je vous laisse deviner quelle est la bonne expression parmi les deux. Alors je vais terminer cette leçon par les listes. Donc les listes, ce sont des structures dont les éléments sont accessibles à partir d'un indice. Cette structure de données est plus générale qu'un tableau, puisque les éléments de la liste peuvent être soit tous du même type, comme un tableau, soit de types différents. Et en plus, la taille d'une liste peut varier de façon dynamique. Et pour obtenir la taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments d'une liste, je vais utiliser la fonction len, qui est en fait l'abréviation de length en anglais, donc longueur en anglais. Je peux évidemment enlever des éléments, insérer des éléments, ajouter des éléments dans une liste, et la structure de base d'une liste sous Python est définie à partir de crochets, et je mets entre ces deux crochets simplement la liste des valeurs de cette liste. Donc ça, c'est extrêmement simple. Alors, lorsque j'ai une liste, eh bien, pour accéder à un élément de la liste, eh bien, je vais utiliser un indice. Et ce qu'il faut absolument noter dès à présent, c'est que cet indice eh bien, est calculé à partir de 0, c'est-à-dire que L de 0, ça représente le premier indice, le premier élément de la liste. Donc L de 0, c'est le premier élément. L de 1, c'est le deuxième élément de la liste, etc. Donc ma liste, en fait, ces éléments, c'est L0, L de 1, etc., L de 2, etc. Donc si je veux accéder au ième élément de cette liste, eh bien le ième élément de la liste, c'est L de i-1. Alors j'ai une forme particulière de liste qui sont ce qu'on appelle des listes non modifiables. C'est ce qu'on appelle aussi des tuples ou des n-uplets. Donc la différence, c'est quoi? Eh bien, au lieu d'utiliser des crochets, je vais utiliser en fait des parenthèses. Donc si j'utilise des parenthèses pour délimiter les éléments, eh bien la liste est non modifiable. Je ne peux pas modifier la valeur des éléments. J'ai un certain nombre de fonctions qui me permettent de créer des listes. Si je veux par exemple une liste d'entiers de n entiers à partir de 0, c'est-à-dire si je veux créer la liste 0, 1, 2, etc. jusqu'à n-1, donc là ça me présente en fait n valeurs entières à partir de 0, eh bien j'ai une fonction qui s'appelle range, qui est très utilisée sous Python, qui me permet de créer cette liste. Je peux utiliser les listes pour représenter les vecteurs ou les matrices, mais en général c'est assez inefficace et on verra que ce que l'on va utiliser c'est en fait des tableaux de la bibliothèque NumPy pour représenter ces vecteurs ou ces matrices. Mais par contre, les listes sont très utiles pour manipuler les autres types de structures de données. Alors, des exemples de listes sous Python. Donc ici, j'ai une liste que je crée avec donc 1 point, 2, 3, 4 points. Donc c'est une liste qui contient une valeur réelle. Donc là, c'est un réel, là, c'est un entier, là, c'est un entier, là, c'est un nombre réel.
Je vérifie que si j'affiche le type de L, ce type c'est list. Par contre, le type de L0 c'est float, un nombre réel. Et le type de L de 1 c'est int, un nombre entier. Je peux rajouter un élément à la fin de la liste. Donc par exemple, si je veux rajouter la chaîne de caractères 5 à la fin de cette liste, je fais l.append 5. Et vous voyez que les fonctions qui me permettent de manipuler une liste, eh bien, je les appelle comment? Je mets la variable liste, point, le nom de la fonction. Donc si j'affiche L, eh bien, j'ai le résultat qui est là. Donc ma liste, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux insérer une valeur à une position donnée. Donc, je vais insérer la valeur 8 à la position 1. Donc, ma liste, en fait, elle va contenir un élément de plus. Et l'élément de plus, il va correspondre à L de 1. Donc, tous les autres auront été décalés. C'est ce que je vérifie quand j'affiche la valeur de L. Maintenant, je peux enlever un élément dans ma liste. Si je veux, par exemple, enlever L de 5. Donc, L de 5, c'est lequel? Donc là, j'ai L de 0. L de 1, L de 2, L de 3, L de 4, L de 5. Donc l'élément que je vais supprimer, c'est celui-là. C'est L de 5. Et je fais del L entre crochets 5. Et quand j'affiche L, vous voyez que j'affiche en fait ma nouvelle liste. Alors, pour terminer, on va regarder donc la dernière structure de données ici qui sont les dictionnaires. Donc les dictionnaires, c'est un peu comme les listes. Simplement, la différence, c'est que pour accéder aux données, je vais non pas accéder aux données à travers un indice, mais à travers une clé. D'accord? Donc une clé, c'est en fait un nom, une chaîne de caractères. Donc pour définir un dictionnaire, je vais utiliser en fait des accolades, une accolade ouverte, accolade fermée. Et là, étant donné que j'ai plus des indices entiers, eh bien, je vais le définir de la façon suivante. Je vais mettre une clé qui correspond en fait à une chaîne de caractères, 2 points, une valeur. Une clé, 2 points, une valeur. Exemple, eh bien, je vais prendre un exemple qui correspond en fait à la création d'un dictionnaire au sens classique du terme. Donc, le dictionnaire que je vais créer, c'est un dictionnaire que je vais appeler French, qui va me permettre en fait de traduire des mots en anglais en français. Donc, je vais définir en fait ici des clés, c'est le nom anglais, et la valeur, c'est la traduction en français. Donc, ici, la clé c'est is, la traduction c'est est, my, la traduction c'est mon, nobody, la traduction c'est personne. Donc je peux afficher les clés de mon dictionnaire. Donc pour afficher les clés d'un dictionnaire, je prends le nom du dictionnaire, .keys, donc ça me donne les clés. Maintenant je crée une chaîne de caractères, une liste qui contient des chaînes de caractères, donc par exemple, my name is nobody. Donc ça, c'est la phrase que je cherche à traduire. Et pour traduire cette phrase, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement utiliser mon dictionnaire en mettant comme indice, non pas un numéro, mais en fait, la clé, c'est-à-dire eh bien, le nom anglais que je souhaite traduire en français. Donc ici, normalement, si je mets French de L0, donc L0, la clé, ben, je regarde. L0, cette clé, c'est my. Donc, my, que va faire en fait French, entre guillemets, my? Eh bien, ça va prendre dans mon dictionnaire, ça va me chercher en fait la clé my, et ça va me prendre en fait la valeur mon qui va m'être envoyée par French. Donc ici, j'accède aux données à travers des clés. Donc pour certains algorithmes, c'est en fait très intéressant plutôt que d'accéder aux valeurs par des indices, comme par exemple pour un problème de traduction. Alors, si je montre en fait à quoi correspond en fait l'exécution du problème, eh bien vous voyez que
La clé du dictionnaire, c'est effectivement les mots en anglais. La phrase à traduire, My name is nobody. Et la traduction, c'est évidemment mon nom est personne.